14 juin 1830. Quand on vous parle de la guerre d'Algérie, vous ferez le test, vous allez sur YouTube, vous tapez guerre d'Algérie, vous regardez les documentaires. Franchement, il y en a des très bien. Benjamin Stora, il fait un bon travail, mais sincèrement, quand vous regardez ces documentaires, le FLN est toujours diabolisé. Les barbares du FLN, ils font ceci, ils font cela, je ne donne pas de détails parce qu'il y a des enfants. Et c'est toujours, ce sont des terroristes, et la France est dans une mission pacificatrice et civilisatrice. Donc on va tout de suite répondre à une première question qui n'est pas la vôtre, mais que j'entends systématiquement dans les médias. L'Algérie a créé la France. On l'entend souvent. Le président de la République, Emmanuel Macron, a déclaré dans un discours officiel « L'Algérie a créé la France ». Bon, quand on est historien comme moi, on reste perplexe et on a même envie de rigoler quand on entend ça. Et là, je réponds parce que vous êtes ici ce soir et il y a d'autres personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur le live de la Grande Mosquée de Paris. Alors, il faut être très clair. L'Algérie n'a pas créé la France. L'Algérie, sans rentrer dans un cours magistral, et je n'exagère pas, tout ce que je vous dis est sourcé et vérifié, il y en a même qui vont vous dire « Oh, l'Algérie, peut-être elle existait 10-15 ans avant ». Non, non, on va être très clair. L'Allemagne existe depuis 1891. C'est la création de Bismarck. Est-ce qu'on entend dire que l'Allemagne n'existait pas avant ? Qui a fait la guerre aux Français en 1870 ? C'est les Allemands. Qu'on les appelle les Germains ou l'Empire de Prusse ou tout ce que vous voulez, ça reste des Allemands. L'Italie, c'est la même chose. C'est une création de 1897. Est-ce qu'on dit qu'il n'y avait pas d'Italie avant ? Il ne faut pas confondre les frontières géographiques avec le peuple. L'Algérie, c'est d'abord un peuple. Les frontières géographiques héritées de 1962, ça, c'est les Français. L'Algérie avait des frontières différentes avant, mais quand vous regardez Cervantes, 1547, il écrit « Le royaume d'Alger ». Les Algérois, qui veut dire les Algériens, parce que c'est la manière de parler d'époque, il écrit, et il n'est pas algérien, il écrit le royaume d'Alger. Quand vous allez chercher chez Bologne Ibn Zidi, on est au 8e siècle. Le royaume d'Alger, c'est écrit, on a des preuves écrites, mais au-delà de ça, cette terre-là était habitée par des Berbères qui se sont toujours appelés les hommes libres, les Amazirs. Quand vous regardez le Grand Djougourta, un combattant berbère, on est avant l'arrivée de Jésus-Christ. On est il y a 2400 ans. Et on va vous dire, mais il y a 2400 ans, il n'y avait pas de France. La France, elle existe depuis quand ? Depuis le roi Clovis, c'est-à-dire le 6e siècle. Avant, il n'y en avait pas. C'était les Gaulois, et c'est pas Astérix et Obélix. Il y avait des tribus. Et les Francs, les Français, ça vient du mot franc, c'est des Germains, des Allemands, qui sont venus. Après, il y a eu des coalitions, etc. Mais est-ce que moi, je vais dire dans un discours, c'est l'Allemagne qui a créé la France ? Non. Donc on ne peut pas accepter, c'est la France qui a créé l'Algérie. L'Algérie n'est pas une création française, et vous avez une preuve qui est irréfutable, c'est le géographe Samuel Dune, c'est un Anglais. Il fait une carte du Maghreb, de l'Afrique, enfin il fait une carte de l'Europe et de l'Afrique, qu'il publie en 1794. Cette carte-là, il a mis à peu près 12 ans à la réaliser. En 1794, si vous allez sur Google et que vous cherchez cette carte, il y a Maroc, Algérie, Tunisie, quasiment dans les mêmes frontières, sauf Oujda et Figuig, qui étaient en Algérie à cette époque-là, quasiment les mêmes frontières qu'aujourd'hui. Mais Samuel Dune, il n'est pas algérien. Samuel Dune, il n'est pas musulman, il ne fait pas de politique. C'est un géographe. Il vous a dessiné une carte de l'Afrique où il a mis Maroc, Algérie, Tunisie. J'entends aussi des historiens, je ne vais même pas dire son nom parce que ce n'est pas la peine de lui faire de la publicité, qui vous disent « Le Maroc, ce vieil État, très très vieux, avec cette voix, hein, un très vieil État. L'Algérie, eux, c'est 1830, création de la France. » Alors je vais vous dire pourquoi il dit ça, lui et les autres. Pourquoi tant d'hommes politiques aujourd'hui se permettent d'aller sur CNews et BFM TV et dire que l'Algérie est une création française ? En 1834, le maréchal Soult, un maréchal français, dit on va l'appeler comment le territoire là ? Les possessions d'Afrique du Nord. C'est pas très beau. Donc lui, il va dire Alger, régence d'Alger, Algérie. Mais c'est lui qui dit ça. Mais c'est parce que lui, il n'est pas cultivé. Il ne sait pas que l'Algérie existait bien avant. Maintenant, l'Algérie était un royaume, mais on est très clair, l'Algérie, c'est un peuple avec une mosaïque d'ethnies. Des Berbères, les premiers, les Amazirs. Après, vous avez des Mozabites, des Touaregs, des Chaouis, etc. Bien sûr, il y a eu les invasions arabes, donc ça a fait toute une population cosmopolite, mais je le répète, l'Algérie se définit d'abord par son peuple. Donc,
n'acceptez plus, même à votre niveau, ceux qui écoutent ou ceux qui sont présents, qu'on vous dise l'Algérie est une création française. Preuve en est, Napoléon Bonaparte, il a envoyé le commandant Boutin en 1804 pour faire toute la cartographie de l'Algérie. Dans la lettre de mission qu'il lui donne, je voudrais envahir l'Algérie. Il ne dit pas je vais envahir ce pays qui n'est pas un pays, ce territoire. Nous sommes d'accord. Donc, il est clair qu'il faut prendre conscience que ça, c'est un premier point qui n'est pas négociable d'un point de vue historique. Dans mon livre Insoumis, je traite de la guerre 1954-1962, mais je voulais quand même intégrer cette question qui revient assez souvent, parce que quand on stigmatise l'Algérie dans les médias, on vous dit l'Algérie est une création française, on vous dit les accords de 68, on vous dit les Algériens c'est des mendiants, et là la meilleure de l'année, ça reste quand même Zemmour, lui je peux le citer, qui a dit très récemment, le gouvernement algérien, il organise le transport des gens en France pour qu'ils envahissent la France. Bon, moi j'ai répondu par une vidéo où j'ai dit, bah oui, le président Tebboune, qui est le président de la République d'Algérie, bah il va en Espagne, il accueille les gens, il leur dit, c'est par ici, et il va avec eux à pied jusqu'à Barbès. Et après, ils restent tous là, et ils disent, on est bien en France, alhamdoulilah, il y a la sécurité sociale, la CAF, et voilà, on est arrivé au paradis. Il faut être très lucide. L'Algérie reste un pays qui est jeune par rapport à 62, entre guillemets, mais qui, de plus en plus chaque année, comme d'autres pays africains, se développe, et c'est très bien. Maintenant, on ne dit pas c'est le paradis l'Algérie, tout est merveilleux, mais néanmoins, on ne peut pas accepter des propos pareils. Mais qu'est-ce que vous voulez? Zemmour, il fait 1% aux élections législatives, 1% à la présidentielle, et on continue de l'inviter pour raconter des bêtises. Mais bref, je vais introduire maintenant la conférence. L'Algérie, histoire d'une guerre. Je l'ai appelé comme ça, mais j'aurais dû l'appeler histoire des guerres. Parce qu'en vérité, l'Algérie, ce n'est pas une guerre. 54-62, ce n'est pas une guerre, c'est une révolution. C'est très différent. 1830, c'est une guerre d'invasion. Alors, je donne des petits points, parce que je pense que, comme vous êtes venus ici en quête de savoir, vous avez déjà cette connaissance, je n'ai pas de doute là-dessus, vous connaissez tous et toutes le coup de l'éventail. Vous le connaissez? Oui? Tout le monde? Le coup de l'éventail. 3 ans avant, on est en 1827, vous avez un consul français qui se présente par rapport à une dette que la France avait envers l'Algérie. Alors on se demande bien, envers qui? Puisqu'il n'y a pas d'Algérie. À qui la France doit de l'argent? À personne, il n'y a pas de pays selon eux. Mais il se rend à Alger. Et je rappelle que la régence d'Alger, ça aussi c'est une confusion. Les Ottomans n'ont pas envahi l'Algérie. Ça n'existe pas. Les Ottomans sont venus en Algérie à la demande de l'Algérie. C'est le pirate, on dit pirate, moi je préfère dire un corsaire, Khaireddin Barberousse, qui est un Ottoman, qui vient pour sécuriser les navires dans la Méditerranée, parce qu'à l'époque, on vous fait croire que les pirates, c'est des Arabes. Non, il y a des pirates italiens, il y a des pirates espagnols, il y a même des pirates anglais. Et c'est pas sécurisé. Donc quand les Ottomans vont sécuriser cette zone, comme l'Algérie ne dispose pas d'une armée régulière, parce que vous voyez dans les Aurès, par exemple, tant que vous n'allez pas les voir dans les Aurès, eux, ils restent dans les Aurès. Après, vous allez dans les Aurès pour vous dire on vient vous envahir, ils vous font la guerre. Vous voyez, donc les Kabyles, c'est la même chose. Tant que vous ne les dérangez pas, ils restent avec leur culture. L'Algérie n'a jamais été soumise à une autre nation. Et les Ottomans, on dit bien la régence d'Alger, parce qu'ils étaient à Alger, parce qu'ils avaient amené avec eux 40 000 janissaires, c'est des soldats, et les Algériens, toutes les tribus qui n'étaient pas unifiées, en ont eu besoin. Donc la régence d'Alger s'est mise en place et ça a duré 300 ans. Mais attention, ce n'est pas 300 ans de colonisation, parce qu'on aime bien vous dire, en Algérie, c'est les Vandales, d'abord les Phéniciens, les Romains, les Vandales, les Carthaginois, et après les Ottomans. Ben non. Puis en plus, selon eux, il n'y a pas d'Algérie, ils ont envahi qui en fait? Mais bref, je reviens là-dessus. La régence d'Alger, en 1827, vous avez donc le représentant de la régence d'Alger qui est à Alger, on l'appelle le Dey, D-E-Y, il va mettre un coup d'éventail ou un coup de chasse-mouche au consul français, et les Français, bien entendu, vont faire une lettre. Et comme à l'époque, il n'y a pas de poste, les Français, ils envoient un navire de guerre dans la baie d'Alger avec cette fameuse lettre. Le Dey d'Alger, il bombarde ce bateau, et les Français, ils repartent. Et là, on vous vend cette histoire. On vous dit, la France va venir le 14 juin 1830 avec 600 navires, 30 000 hommes, à cause d'un coup d'éventail, mais parce qu'on est vexé.
Non, non. Première chose, le roi Charles X, descendant de Napoléon, lui, il a un vrai problème en France avec sa monarchie. Donc faire la guerre à l'Algérie, c'est détourner l'attention de ce qui se passe en France. Il y a d'autres pays qui font pareil, ils font la guerre quelque part en Irak ou ailleurs, et ils vous disent ouais, regardez là-bas, c'est tous méchants, et vous oubliez ce qui se passe dans votre propre pays, le chômage, l'économie, etc. Donc du coup, il débarque le 14 juin 1830, et je tiens à le préciser, quand il débarque, cette flotte, ils ne viennent pas pour... vous voyez, ce n'est pas la colonisation, non, c'est la destruction, la cruauté, le barbarisme. Je fais une liaison avec la Guadeloupe qui, en 1802, a reçu le même genre de visite. Ils ont massacré les femmes, les enfants, ils ont massacré tout le monde. Moi, je dis toujours aux autres historiens que je croise quand je donne une conférence, arrêtez de me dire, parce que, je fais une parenthèse, en 1956, l'ambassadeur français à l'ONU, il dit les choses suivantes. La France en Algérie, mais non, l'Algérie, c'est la France. Nous sommes dans une mission civilisatrice. Le maréchal Bugeaud, si vous voyez qui c'est, sinon je vais le dire, il écrit une lettre. Qu'est-ce qu'il met dans sa lettre, le maréchal Bugeaud? Il marque, en arrivant en Algérie, on a trouvé que 80% de la population savait lire. Je rappelle qu'en 1830, en France, il y avait 60% d'analphabètes. On a trouvé qu'ils avaient l'eau courante. En France, ils n'avaient pas d'évier. On a trouvé qu'ils avaient des bains, des hammams, qu'ils se lavaient. Je rappelle qu'en France, en 1830, les gens ne se lavaient pas. Et ce n'est pas une insulte. Ils se lavaient une fois par an, dans la rivière. Ou alors, ils louaient une baignoire. Et vous connaissez l'expression « jeter l'eau, le bébé avec l'eau du bain » Ça vient de là. Parce qu'en fait, quand ils louaient une baignoire, c'était d'abord le père qui prenait le bain. Après la mère, après les autres enfants, et en dernier, le bébé. Le bébé, il mourait. Parce que des gens qui ne sont pas lavés pendant un an, ils vont dans la baignoire. Le bébé, c'est le dernier. Il mourait. Donc on disait, ne jetez pas l'eau, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Donc, le maréchal Bugeaud, il dit, nous avons rencontré un peuple où il y a des jolies maisons, ils produisent de l'agriculture de qualité, de l'orge, du froment, du blé, ils ont des hammams, ils ont des saunas, ils ont de l'eau, et mieux encore, ils ont un système hospitalier. Vous avez Bernard Lugan qui vous dit « Mais l'Algérie, on leur a donné 20 000 km de route, on leur a donné des hôpitaux, des lycées, des écoles, etc. » Ouais, mais les routes, il les a données à qui? La France, elle n'a pas fait des routes pour les Algériens. Et en plus, ce n'est pas des Français qui ont construit les routes, c'est les Algériens. Et après, ces routes-là servaient surtout à amener l'armée quand il y a eu la guerre, et avant cela, à piller le territoire et à acheminer ce qu'ils pillaient. L'orge, le blé, la culture, et après le pétrole. Mais bref, je reviens à cela. Le maréchal Bugeaud déclare de manière très claire, en Algérie, on a trouvé en fait quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, des gens qui sont lettrés, qui savent lire, qui ne sont pas agressifs, et quand ils débarquent à Sidi Fraj, les gens ne comprennent pas ce que viennent faire ces gens-là en fait. Et c'est là qu'il faut bien comprendre une chose, la barbarie qui va se déployer en 1830, et je le rappelle, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire la guerre d'Algérie, mais les guerres d'Algérie. C'est une guerre qui va durer de 1830 à 1848. Quand les Français vous disent, en 1930, la France a célébré les 100 ans de la colonisation. Mais c'est faux, c'est pas 100 ans, puisqu'en 1848, c'était pas encore tout à fait colonisé, entre guillemets. C'est une guerre qui va durer près de 20 ans. L'émir Abdelkader, qui est un jeune homme de 24 ans, c'est un lettré, il vient de la région de Mascara, lui, il est nommé, et il va prendre le titre d'émir, parce qu'il ne veut pas porter le titre de calife, pardon. Il va prendre le titre de Amir al-Mukminoun, commandeur des croyants, et on va l'appeler l'émir. Lui va combattre les Français en appliquant un principe qui est très simple, la guérilla et l'harcèlement. Et là, vous savez, vous avez le général Lamoricière qui dit « Comment Abdelkader peut-il nourrir ses chevaux ?» On parle d'un homme qui se déplace avec plus de 10 000 personnes avec des chevaux. Les chevaux de guerre, à l'époque, ils consomment à peu près, par mois, quasiment 20 tonnes d'orge et de céréales. Pour un pays, soi-disant, où il n'y a rien, où il n'y a que des mendiants et les gens ne savent pas lire, et c'est la terre qu'on doit civiliser,
comment est-il possible, alors que la France n'arrive pas à produire du blé pour nourrir les armées napoléoniennes à son époque, on est face à un génocide de masse avant le premier génocide du XXe siècle, qui n'est pas la Shoah, qui est l'extermination des Héréros et des Nama en Namibie par les Allemands. Et quand Jean-Michel Apathy, sur un plateau, il a dit que les Français s'étaient comportés comme les nazis, il s'est trompé. C'est les nazis qui se sont comportés comme les Français, comme les soldats français. Parce que moi, je le dis, je n'ai aucune haine, et c'est important de le répéter, ce n'est pas le peuple de France le problème. C'est que l'histoire qui nous raconte que l'Algérien, il vient en France comme un envahisseur et que la France a créé l'Algérie, eh bien, on détricote avec des conférences et surtout avec une répétition qui renforce la conviction. Donc, la Mauricière, il vous marque quand même, hein, noir sur blanc. Et la Mauricière, par contre, il y a une école qui porte son nom, pas très loin. Bugeaud, il y a une école qui porte son nom et des rues. Et je reviens à ça, l'imam Mesli, qui au risque de sa vie a sauvé des juifs, bah lui, il n'a pas de rue. Ils ont juste mis une plaque devant la mosquée, uniquement. Mais bref, il vous marque qu'il faut tuer les femmes, les enfants et détruire tout le monde. Et c'est ce que l'armée française va faire. Vous avez affaire à des soldats qui savent à peine lire et qui vont commettre des atrocités que je ne peux pas dire ici parce qu'il y a des enfants, et il y a peut-être des enfants qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais sincèrement, si vous allez lire certaines histoires, moi je l'ai mis dans un livre qui n'est pas encore sorti, parce que j'ai fait 3 livres sur la guerre d'Algérie. Le premier, c'est Insoumis, qui est à côté, mais aussi, ça c'est une trilogie, il y en a 3, et j'en ai fait un sur 1830. Et dans celui-là, je ne me priverai pas avec force de détail, parce que j'ai fait des recherches, et au-delà de ça, je me suis renseigné directement auprès de gens qui ont entendu des histoires, même si des fois on sait que les histoires peuvent être amplifiées, mais quand vous parlez avec un Algérien en Algérie, en général, on n'est pas fier de dire qu'on a mis des femmes et des enfants dans des grottes et qu'on les a enfumés. On n'est pas fier de dire que le viol était une arme de l'armée française. Il n'y a pas de fierté à dire ça, mais on doit le dire parce que c'est la vérité historique. Et nous sommes pour la vérité historique. 1848, l'Algérie devient donc française. Et là, nous sommes face à une colonie de peuplement. Et là, c'est très important, la nuance. Quand vous regardez les cartes de géographie roses, comme une colonie, mais pourtant, les Français vous répètent que l'Algérie, c'est la France, que l'Algérie, c'est un département français. Effectivement, ils ont coupé 3 départements, Oran, Alger et le Constantinois. Mais après, si c'est un département français, ben les Algériens, c'est des Français. Mais là, il y a un petit problème, ça s'appelle le code de l'indigénat. Les Français ne sont pas, les Algériens ne sont pas des Français, même s'ils vivent dans un département français. Ce sont ce qu'on appelle des sujets. Et vous savez, la France, avant de faire le code de l'indigénat, il avait fait le code noir. En 1685, le code noir, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous allez voir le parallèle. Dans son article 44, le noir est un meuble. Je vais répéter, article 44, le noir est un meuble. Ça veut dire qu'on dit que l'homme noir ou la femme noire ou l'enfant noir, enfin, l'humain, c'est un meuble. Un meuble, on le vend, on le casse, on le brûle, on le détruit, on le jette à l'eau, et c'est un meuble. En Algérie, le code de l'indigénat, ils se sont inspirés du code noir. Vous voyez, la France, elle a une longue tradition des codes. Le code noir, le code de l'indigénat. Vous êtes un sujet français. Si vous voulez devenir français et que vous êtes algérien, il faut renoncer à votre religion, l'islam. Ce sont majoritairement des musulmans qu'il y a en Algérie, et on vous dit, il faut quitter l'islam pour devenir français. C'est un paradoxe des plus extraordinaires parce que en 1905, lors de la séparation de l'Église et de l'État, on n'a pas dit aux Français qui vivaient en France. La laïcité, moi je vous le redis quand même, c'est important, la laïcité, c'est pas anti-islam. La laïcité, aujourd'hui, il y a beaucoup qui le comprennent comme ça. La vraie notion de laïcité, c'est de permettre à toute personne, dans l'espace public et privé, de vivre sa religion, quelle qu'elle soit, même s'il est athée et qu'il n'a pas de religion, mais d'être libre de la pratiquer, de la vivre, sans, entre guillemets, déranger les autres personnes. C'est-à-dire, on ne va pas harceler les gens, devient musulman, devient chrétien, devient juif, devient ceci, devient cela. Donc c'est ça, la laïcité. Donc, quand le code de l'indigénat est mis en place, les Algériens, au départ, ils se disent, bon, on est des indigènes, d'accord, mais il faut dire les choses. Dans les Aurès, ou dans les montagnes de Kabylie, ou dans les territoires du Sud, les Algériens, ils continuent à vivre de manière normale, entre guillemets. Sauf que
C'est-à-dire qu'il suffit de traverser, vous êtes en France. Mais les Français ne veulent pas y aller. Donc on a les bagnards, les criminels, etc. On est à peu près à 40 000 personnes. Mais quand ils arrivent là-bas, eux, mais attendez, nous, il nous faut des esclaves. Hein. Ah, mais il n'y a pas d'esclavage. Les Algériens. Ah ouais, c'est pas bête. Les Algériens n'étant pas des citoyens français, aucun droit, on va les obliger, en les dépouillant, à travailler sur ces plantations. Et comme ils connaissent ces terres, ils travaillent, mais c'est pas assez. Donc on va chercher des Italiens, des Chypriotes, des Espagnols, au point où un député français dit, je ne vais pas le citer sinon je vais me faire attaquer, on a enlevé les Arabes pour mettre des Italiens, des Espagnols à la place. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je rappelle que les Italiens, les Espagnols, les Portugais, au départ, et les Polonais, c'était eux, les Arabes d'aujourd'hui. Quand on vous dit aujourd'hui que tous les problèmes de la France, c'est les Arabes, les Algériens en particulier. À l'époque, on disait les Italiens. Eh bien, c'est eux qui vont débarquer en Algérie. Et écoutez bien, ils sont que 70 000. C'est déjà beaucoup. Et en 1870, la France fait la guerre avec l'Allemagne, la Prusse. Et là, vous avez 200 000 colons qui débarquent pour fuir la guerre. On est à 270 000. En 1940, ils vont être quasiment 1 million. Parce qu'il y a la Seconde Guerre mondiale, ils s'enfuient tous en Algérie. Même De Gaulle, il va s'enfuir en Algérie. Même le gouvernement provisoire français va s'enfuir en Algérie. C'est beau, l'Algérie. Ils y vont tous. En face, la population algérienne, c'est 10 millions en 1940. C'est important de le rappeler, parce que je ne l'ai pas dit, de 1830 à 1848, ils ont tué, d'après les chiffres officiels, 500 000 personnes. Les chiffres officiels français. Mais le problème, c'est qu'en Algérie, à l'époque, il n'y avait pas de recensement. Moi, je fais partie d'un collège d'historiens africains où on essaye justement de chercher les vrais chiffres. Par exemple, j'ai écrit des livres sur l'esclavage. On vous dit, 17 millions de victimes. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Eh bien, pour l'Algérie, c'est pareil. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. On n'est pas à 500 000 morts, on est quasiment, et écoutez bien, on est quasiment à presque 1 million de morts. C'est-à-dire qu'on est quasiment à 60% de la population. Imaginez, vous tuez 60% de la population d'un pays. C'est pas logique, enfin, c'est pas possible. Eh bien si, l'armée française a rendu ça possible. En affamant les gens, en détruisant les récoltes, en tuant systématiquement tout le monde, avec la terreur et la peur. Mais moi, je vous le redis, de 1830 à 1848, le peuple algérien s'est battu contre les Français. Après, l'émir Abdelkader, il avait unifié tout le monde. Mais c'est pas simple. L'Algérie ne produisait pas de canons. L'Algérie ne produisait pas d'armes sophistiquées. Les Français ils sont arrivés avec des canons, des mitrailleuses, etc. et des centaines de milliers d'hommes. Les soldats français qui sont tombés pendant cette première guerre sont estimés à peu près 50 000. Et on revient à 1940. De 1848 à 1914, début de la Première Guerre mondiale, les Algériens, ils se battent. En fait, les Algériens n'ont jamais cessé de se battre contre la France. On vous dit guerre d'Algérie, oui, quelle apothéose, 54-62. Mais quand vous voyez Mokrani, Bouamama, etc., c'est des noms qui disent rien à personne. Ils se sont battus contre les Français avant la Première Guerre mondiale, pendant et après. Quand vous voyez Messali Hadj, par exemple, qui va être, entre guillemets, on l'appelle le père du nationalisme. J'ai réussi. Il écrit en 1920, « L'Algérie n'est pas à vendre, l'Algérie nous appartient. » Et Badis qui écrit, « L'arabe est ma langue, l'islam est ma religion, nous sommes algériens, nous ne sommes pas français et nous ne serons jamais français. » Les choses sont claires et les choses sont dites. Le pauvre Hajj, lui, va être mis en prison, Badis, etc. On veut éteindre cet esprit nationaliste. On ne veut pas que les Algériens puissent s'unir, s'unifier. On crée des divisions entre les Berbères, les arabophones, etc. Et on veut éclater tout ça pour pas qu'il y ait d'unité. Et ça va basculer pendant la Première Guerre mondiale. Ce sont des milliers d'Algériens, des milliers d'Africains, Sénégalais, encore une fois, Congolais, Ivoiriens, Burkinabés, Béninois, Togolais. En fait, toutes les colonies françaises, finalement, parce que l'Algérie a été la première et les Africains ont suivi. Je parle de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique noire. Ils vont aller se battre en France pour, je le répète, pour une guerre qui n'est pas la leur, pour un pays qui n'est pas le leur. Mais ils vont faire cette guerre.
Et les Français reconnaissent le courage de ces Africains qui ne reculent pas dans les tranchées. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur ça. Ils se sont battus dignement. Cette mosquée a été ouverte en 1926, la première pierre posée, je crois, en 1922, parce que la France avait une dette envers l'Afrique, et en particulier envers l'Afrique du Nord, qui avait envoyé des milliers de combattants. Mais moi, je dis toujours, ce sont tous les Africains. Même s'il y avait, par exemple, là, je dis vraiment une bêtise, 5 Ghanéens, 10 Togolais, c'est pas grave. Ce sont des Africains qui sont morts loin de chez eux, pour un pays qui les colonise, pour un pays qui ne les respecte pas, pour un pays qui les humilie du matin au soir, et ils viennent mourir en France. Et là, il va y avoir un déclic. Le nationalisme algérien va commencer à s'amplifier. Mais à chaque fois, on l'éteint. En France, vous allez avoir aussi un phénomène d'immigration. Vous avez 500 000 Algériens qui vont immigrer. Pas parce qu'ils veulent venir ici pour avoir des papiers ou la CAF. Ça n'existait pas, la CAF, à l'époque. Je le dis, parce que les gens vous disent, oui, mais ils viennent pour la CAF. Non, non. Ils viennent pour construire les routes. Ils viennent pour construire les bâtiments. Et ceux qui ne le savent pas, je le dis, c'est sourcé, c'est historique. Même la Tour Eiffel, qui est composée en partie de fer algérien, mais aussi de financement haïtien. On se demande pourquoi. Haïti n'a rien à voir avec tout ça, mais on a volé l'argent d'Haïti pour financer la Tour Eiffel. Mais au-delà de ça, ce sont des ouvriers algériens. Il y avait 18 000 ouvriers algériens à la construction de la Tour Eiffel. Mais ils vont vous dire, les Algériens viennent ici pour la CAF et pour, je ne sais plus comment ils appellent ça, l'AME, l'aide médicale d'État. 500 000 Algériens étaient en France uniquement pour travailler dans l'industrie française et reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale. Et on arrive au tournant qui va nous amener bientôt à mon livre 54-62. Vous connaissez tous cet événement parce qu'en Algérie, il est célébré et commémoré comme un drame, comme une tragédie. En France, il est célébré comme une victoire. Le 8 mai 1945, les massacres de Sétif et Guelma. Le 8 mai 1945, la France célèbre sa victoire. Mais attendez, on va redescendre un peu. Quelle victoire? Quelle victoire? À la conférence de Yalta, vous la connaissez, la conférence de Yalta? C'est une conférence dans laquelle il y a Churchill, Roosevelt et Staline. Il n'y a pas le général de Gaulle. Il n'y a pas la France. La conférence de Yalta, c'est la conférence, entre guillemets, des alliés qui vont les amener à la victoire, mais il n'y a pas la France. En 1940, la France, elle a perdu. Les Algériens qui ont été capturés en France, tous ces pauvres Africains, c'est dans mon livre Voleurs d'âme, les Noirs sont systématiquement tués par les Allemands. Tu es noir, on te tue. Que tu aies un uniforme français ou pas, on te tue. Tu es algérien, marocain ou tunisien, on ne te tue pas toujours parce qu'il n'y a pas de grands massacres de goumiers, on les appelait les goumiers, on les envoie dans des camps de travail, les Frontstalag, où ils vont construire le mur de l'Atlantique, ils vont construire des bunkers. Ce sont des Africains qui ont construit les bunkers allemands dans le travail forcé. Personne n'a été les libérer, pourtant c'était des soldats français. Donc de 1940 à 1945, vous avez le gouvernement de Vichy. Est-ce que l'Algérie a déporté des Juifs? Jamais de la vie. Est-ce qu'un seul pays africain a déporté des Juifs? Jamais de la vie. Qui c'est qui a déporté des Juifs? En 1942, le 16 juillet, une opération qui s'appelle Vent printanier. Le général Auberg écrit à Pétain, maréchal Pétain, nous allons lancer une opération en Belgique, en Hollande et en France. Donnez-nous vos Juifs. On ne veut pas des enfants et on ne veut pas de garçons en dessous de 16 ans. Que fait le général Pétain, maréchal Pétain? Il dit à Pierre Laval, son Premier ministre, c'est merveilleux, on va se débarrasser de nos Juifs. C'est des Français. Le 16 juillet 1942, ce sont des policiers français qui arrêtent près de 30 000 Français qui sont juifs, des femmes, des enfants, des civils. Ils sont arrêtés au petit matin, on les envoie au camp de la Cité de la Muette que vous connaissez sous le nom du camp de Drancy. Et là, ils vont partir en train à Auschwitz pour être exterminés. Ils vont tous mourir. C'est dans mon livre Voleurs d'âme. Et après, on vous dit que la France a gagné la Seconde Guerre mondiale. Et on vous dit que les Arabes sont antisémites, que les Algériens seraient antisémites, que l'Algérie contre Israël, parce que l'Algérie aujourd'hui, je fais une parenthèse, est le seul pays de cette planète qui tient tête à ce qui se passe actuellement en Israël, avec un génocide qui est commis contre des populations civiles, et personne ne dit rien. Mais l'Algérie, non, elle a dit non. Ce que vous faites quelque part, c'est un écho avec la révolution algérienne. Ce qui se passe en Palestine, les Algériens l'ont vécu.
De 54 à 62, ils l'ont vécu. Mais même avant, en 1830, quand ils ont massacré des enfants. Vous savez, on a découvert en 2002, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, un charnier sous un collège en Algérie, c'était une ancienne caserne de l'armée française. Des enfants empalés, 1200 personnes, empalés. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, les Français ont répondu, non, c'est le FLN. Bravo le FLN, ils ont réussi à rentrer dans une caserne française. Je rappelle que l'armée française à l'époque, c'est plus de 500 000 hommes en Algérie. Le FLN, c'est 30 000. Ils vont dans une caserne française et ils empalent des gens comme Dracula, et après ils les enterrent. C'est pour vous dire que ce que les Français ont commis en Algérie pendant 132 ans, c'est la barbarie la plus impitoyable et la pire des cruautés envers les civils, mais envers tout le monde. Et c'est l'humiliation totale d'un peuple. Et c'est ce que fait actuellement le gouvernement israélien contre les Palestiniens. Donc il est normal que les Algériens, le peuple algérien et le gouvernement algérien prennent position. Et ce n'est pas être antisémite que de dire ça. Parce que je rappelle à ceux qui nous suivent sur les réseaux, s'il y a des gens qui sont juifs, je le répète et je les regarde droit dans les yeux, ce sont les Français qui ont mis des juifs dans des trains et qui les ont envoyés à Auschwitz. Ce n'est pas des Algériens et ce n'est pas des Africains. Maintenant que c'est dit, on revient à 1945. En 1940, quand la France perd, les Algériens qui sont dans l'armée française, puisque vous voyez Ben Bella, par exemple, Boudiaf, ils étaient adjudants, sergents, même Krim Belkacem, caporal-chef, ils étaient dans l'armée française. Qu'est-ce qu'ils voient, eux? En fait, la France, c'est pas si puissant que ça, finalement. C'est peut-être le moment de négocier une indépendance. Je dis bien négocier, ils ne veulent pas faire la guerre tout de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Le 8 mai 1945, à Sétif, on proclame l'amnistie, et il y a une célébration, ce qui est tout à fait normal. Les Français font la fête. Les Algériens se sont organisés, les nationalistes, et ils ont mis en place un cortège, et dans ce cortège, il y a un drapeau algérien, qui est porté par un jeune scout musulman de 24 ans, Bouzid Sahal, qui en fait ne fait qu'agiter un drapeau. Il n'est pas en train de dire « à mort les Français, il faut tuer tout le monde », c'est pas ce qu'il dit. Il agite un drapeau algérien. Il y a un commissaire de police français qui voit ça, il sort son arme et lui tire dessus. Moi, je vous demande juste une chose qui est tout à fait anodine. Comment c'est possible, puisque l'Algérie, c'est la France, d'après François Mitterrand et tous les autres, comment c'est possible, si l'Algérie, c'est la France, qu'un jeune homme qui sort un drapeau algérien, à la rigueur, il l'arrête, admettons. Il l'arrête. Ouais, pourquoi t'as sorti un drapeau, toi? Est-ce que vous pensez que c'est normal pour un pays qui se dit démocratique, le pays des droits de l'homme, qui vous dit, il sort un drapeau, il le tue? Après, ce qui va se passer, ça va dégénérer. Et là, regardez bien, quand un Français vous raconte ça, il vous dit, ils ont tué 102 Français dans des conditions terribles, donc c'est normal qu'après il y ait eu de la répression. Mais de quelle répression on parle? 45 000 victimes. La France a reconnu, 30 ans après, 1200 victimes. Même Ossarès, le tortionnaire, lui, il a dit, on est plutôt sur 12-15 000. Le FLN dit 45 000. Moi, c'est pas que je suis, entre guillemets, stupide à dire 45 000 pour faire de la surenchère. Moi, je vous garantis une chose, c'est comme l'esclavage. Quand vous voulez 2 esclaves dans un village de 1000 personnes, vous devez tuer les 800 ou 900 personnes pour capturer 2 Noirs. En Algérie, c'est la même chose. Quand ils font de la répression, vous croyez qu'ils vont arriver dans un village du Constantinois et qu'ils vont dire bon, on tue tout ce village-là, et que le village d'à côté va dire alhamdoulilah, ils ne sont pas venus ici. Mais tout le monde se révolte. Mais le problème, c'est que les Algériens, ils ont des fusils de chasse, ils ont des machettes, des bâtons. C'est l'armée française, le général Duval, qui mène cette armée, qui vont tuer, écoutez bien, que des civils. Parce que je rappelle que ce n'est pas 2 armées qui se battent, ce sont des civils qui ont brandi un drapeau. Oui, ils ont tué 102 Français, parce que c'était un mouvement d'émeute, et tout le monde se tirait dessus. Je ne dis pas que c'est bien, je dis simplement que ça a amené une répression qui donne en vérité la mentalité française en Algérie. Vous savez, pendant la guerre d'Algérie 54-62, quand un soldat français était tué entre 2 villages, il ne cherchait même pas à comprendre. Il tuait tout le monde dans les 2 villages. Pourtant, les villages n'avaient rien à voir. On leur disait, vous avez vu les Félagas? Ils sont où les Félagas?
Ah, nous, on n'a rien à voir, hein, on ne les a pas vus. Oh, tuer tout le monde. Ça, c'est sourcé, c'est écrit, on a les preuves. Donc, ce 8 mai 45 000 victimes sur plus d'un mois. Ils vont bombarder la région de Sétif et Guelma avec des avions. Comment voulez-vous, en bombardant, vous bombardez qui en fait? Ah tiens, là il y a un drapeau, bombarde, il est là le drapeau. Non. Tu fais de la destruction. Pourquoi? Parce que le général Duval, vous pouvez trouver ce rapport sur Google, il écrit, écoutez bien, noir sur blanc, l'Algérie, on l'a mis par terre, on est tranquille pour 10 ans. On est en 1945. Il n'avait pas tort. On va être tranquille jusqu'en 1954. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été tellement barbares et tellement impitoyables que pendant 10 ans, ça ne veut pas dire que les Algériens ont baissé la tête et ont dit on est d'accord. Ils ont organisé plusieurs mouvements que la France a tout de suite éteint, l'organisation spéciale, etc. Et là, on va arriver, pendant toute cette période-là, quand même, je le précise, les Algériens sont toujours humiliés et il y a la guerre d'Indochine qui va durer 8 ans. Et ceux qui sont envoyés en Indochine, il y a des Algériens qui sont envoyés là-bas combattre, ils comprennent encore une fois que pour faire la guerre à la France, il faut la faire d'une certaine manière, à la façon guérilla, comme Abdelkrim El-Khattabi, le Marocain, en 1924 contre les Espagnols. On ne peut pas se battre contre la France face à face parce qu'on n'a pas de chars, on n'a pas d'hélicoptères, on n'a pas de canons, on n'a pas de mitrailleuses lourdes, on n'a que des fusils et notre cœur et notre courage. Nous sommes le 1er novembre 1954. Les Français vont l'appeler la Toussaint Rouge. Ils vont nommer le comité des 6 les fils de la Toussaint. Didouche Mourad, Mustapha Ben Boulaïd, Mohamed Boudiaf, Larbi Ben Mehdi, Krim Belkacem. Il n'y a pas que, il y a aussi le comité des 22, mais il y en a d'autres aussi. Pourquoi les fils de la Toussaint, c'est comme ça qu'ils les appellent, décident de passer à une action armée? Ce n'est pas une guerre, c'est une révolution. Ils décident qu'il faut mener une révolution. Vous avez le mouvement de Messali Hadj qui existe toujours, qui, eux, prônent plutôt une négociation. Mais il n'y a plus de négociation. Quand on vous humilie depuis 132 ans, il n'y a plus de négociation. Les Aurès vont se réveiller, et vous savez, s'il y en a dans la salle qui sont des Aurès, moi je connais des gens des Aurès, et je le dis en souriant, ils aiment la guerre. C'est pas méchant ce que je dis, mais les gens ont des montres, dans les Aurès ils ont des armes. Depuis toujours les Aurès ont des armes. Le Constantinois a des armes. L'Algérien des Aurès, et même les Kabyles, c'est pas des gens, vous y allez, vous leur marchez dessus. Ils vont tous rentrer en 1954 dans cette guerre. Et là, c'est 3 lettres qui vont effrayer la France. Ça va tellement effrayer la France, FLN, Front de Libération Nationale. Les Africains ont eu leur indépendance, regardez bien, que ce soit le Sénégal, toutes les possessions françaises, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin, même si ça ne s'appelait pas encore Bénin, etc. Après, c'est devenu Bénin. Tous ces pays-là ont leur indépendance en 1960, en 1956 pour le Maroc et la Tunisie. Et moi, je vous le dis, c'est parce que la France n'avait plus de soldats. Ils étaient tous en Algérie, en fait. Quand on vous dit que l'Algérie, c'est la Mecque des révolutionnaires, et c'est le père de l'anticolonialisme, c'est une vérité. Parce que sincèrement, de manière objective, si l'armée française avait eu assez d'hommes, il n'y aurait pas eu les indépendances. Elles n'auraient pas eu lieu tout de suite, elles auraient peut-être eu lieu après, mais à chaque fois avec des guerres. Parce que tout le monde aurait pris le modèle algérien. C'est parce que l'Algérie a tellement monopolisé l'armée française. Vous vous en rendez compte, 500 000 hommes. Aujourd'hui, en France, là, en 2025, l'armée française, c'est 130 000 soldats. 550 000 soldats. Ils ont envoyé des appelés qui faisaient leur service militaire. Ils leur ont même prolongé le service militaire. Ils leur ont même dit... Toi, tu as fait ton service militaire, tu y retournes. On les a réappelés. Et regardez bien, sur 550 000 soldats, 30 000 morts. De 1954 à 1962, c'est 1,5 million de martyrs. Moi, je ne dis pas morts, je dis martyrs, chouhada. Ce sont des martyrs, majoritairement des civils. Quand vous lisez ce qu'a fait le général Ossarès, quand vous lisez ce qu'a fait le général Bijard, ou Jean-Marie Le Pen, le tortionnaire d'Algérien, vous vous dites,
C'est irréel. Mon père, je reviens à ça, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Mon père, quand il rentre dans la wilaya numéro 4, il fait la connaissance d'une jeune fille qui s'appelle Bartha. C'est l'histoire de Bartha que j'ai racontée. Je ne voulais pas raconter l'histoire de la guerre d'Algérie à travers mon père ou à travers un homme. Je voulais que ce soit une femme, parce que les femmes sont souvent oubliées par les historiens. Les femmes algériennes ont été des combattantes engagées pendant la guerre d'Algérie. Ce n'étaient pas juste des infirmières. Elles posaient des bombes, elles passaient des messages, certaines même se battaient avec des fusils. Et Bartha n'échappe pas à la règle, elle se bat, et Bartha va être arrêtée par les Français. Bartha est morte en 1962. Mon père l'a connue, il m'a raconté son histoire, et j'ai voulu, à travers les yeux de Bartha, raconter l'histoire de la guerre d'Algérie avec le volume 1, qui s'appelle Insoumis, 54-55, et volume 2, 55-58, volume 3, 58-62. Et ce qui est très important, c'est que ce livre est un roman historique. Ce que j'ai mis dedans est vrai. Ce n'est pas juste pour faire de la propagande. On ne fait pas de propagande avec l'histoire de la guerre d'Algérie. On souhaite simplement, Yasmina, qui est présente, qui est mon éditrice, quand elle a fondé Tcholedja, je ne sais pas si elle vous l'a dit, parce que je n'entendais pas de l'autre côté, elle a un credo qui est « Le lion ne peut pas raconter son histoire, c'est toujours le chasseur qui raconte l'histoire de la chasse du lion. » Moi, je connaissais déjà ce proverbe. Moi, le mien, il est simple, mais qui est celui de Tcholedja aussi maintenant. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Parce que si vous laissez les autres écrire votre histoire, ils racontent l'histoire qu'ils veulent. Si vous les laissez écrire l'histoire, les choses peuvent se répéter. Quand on ne connaît pas cette histoire, on est condamné à la revivre. Bon, avec l'Algérie, ils n'y arriveront pas. Mais regardez bien. Quand ils vous parlent de l'esclavage, ils vous disent les Noirs ont vendu des Noirs. Quand ils vous parlent des Antilles, oh, vous savez, ils étaient d'accord avec ça. Et quand on vous parle de la guerre d'Algérie, on vous dit bon, le FLN finalement a perdu la guerre. Nous, on a donné l'Algérie parce que De Gaulle, il nous a trahis, il a changé d'avis. Non. Le 1er novembre 1954, c'est à peu près 400 actions qui sont menées, et je n'ai pas honte de le dire, ça s'est mal passé. Il y a des choses qu'on raté. C'est 34 attentats qui ont été effectués. Au départ, le FLN, ils ne sont pas beaucoup, et les Algériens ne connaissent pas. Vous dites à des Algériens en 1954, tu connais FLN? Je ne sais pas ce que c'est. On sort de la guerre d'Indochine, juin 54, on est le 1er novembre, mais ils vont faire un coup d'éclat, mais on n'en entend pas parler. Après, il va y avoir des assassinats qui vont être commis envers des civils, un couple qui s'appelle les Monroe, ça va choquer toute la France parce que c'est des enseignants. Et là, les gens commencent à dire « Qu'est-ce que c'est FLN ?» Et regardez bien, j'en reviens à cette logique. François Mitterrand, qui, je le rappelle, en tant que président de la République, il a aboli la peine de mort. Ben, vous le savez, François Mitterrand, c'est merveilleux. Mais François Mitterrand, il a signé les condamnations à mort de 114 Algériens, de Ahmed Zabana, qui a été guillotiné. Ahmed Zabana, le premier condamné à mort politique algérien, c'est un condamné politique. Ça veut dire qu'il est enfermé pour ses convictions politiques, il est enfermé pour ses idées. Ce n'est pas un tueur à gages, Ahmed Zabana. Ils l'ont guillotiné. Il faut bien se rendre compte de ça. François Mitterrand vous déclare à un micro, l'Algérie, c'est la France. On sera intraitable. C'est la France. La justice sera intraitable. Tuer 114 prisonniers politiques à la guillotine, c'est pas être intraitable. C'est vouloir tuer une révolution dans l'œuf et c'est vouloir envoyer un message. Mais c'est là que j'en reviens à ça. L'Algérie, c'est pas qu'un pays. C'est un peuple, c'est une âme. Ahmed Zabana est le symbole de ce martyr par la condamnation à mort. Mais Lahbi Ben Mehdi, qui est, entre guillemets, le penseur révolutionnaire du FLN, quand il est capturé à la bataille d'Alger par les parachutistes du 10e RCP, du général Bijard, qui à l'époque est commandant, le capitaine Allard déclare, je dis ce qu'il dit, hein, je reprends ses mots mot pour mot, j'aurais voulu avoir un chef comme Lahbi Ben Mehdi. J'ai passé plusieurs nuits avec lui, Bijard venait de temps en temps et j'étais admiratif. Lahbi Ben Mehdi était calme. Quand vous voyez les photos, Allah yarhamou, il sourit. Il ne sourit pas par arrogance. Il sourit parce qu'il sait pourquoi il se bat. Il sourit parce qu'il dit lui-même au capitaine Allaire, le capitaine Allaire lui dit « L'Algérie a perdu, c'est terminé. » Qu'est-ce que répond Lahbi Ben Mehdi? « Moi, je ne serai plus là. Mais quand moi, je ne serai plus là, il y en a d'autres qui vont venir. Et d'autres qui vont se lever. » C'est ça, la révolution algérienne. Lahbi Ben Mehdi a été pendu.
Et regardez bien, on est au-delà de l'atteinte aux droits de l'homme. Les droits de l'homme ont déjà été proclamés en France. On a un prisonnier de guerre qui a le rang de colonel. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils le pendent. Et qu'est-ce que dit le général Ossarès quand on lui demande « Vous avez pendu l'Arbi Ben Mehdi ?» Il dit « Il s'est pendu. » Non, attendez. Et le capitaine Allaire, quand même, qui est français, hein, il dit « Mais qui lui a donné la corde ?» Et après, il regarde par terre Ossarès et il dit « On l'a aidé à se pendre. » Vous croyez qu'un homme comme ça, il va se pendre dans une cellule, franchement? Jamais de la vie. Ils l'ont pendu pour le faire taire parce qu'ils pensaient que ça allait éteindre l'Algérie. Ça n'a pas éteint, ça a éteint rien du tout. Et après, je vous l'ai dit au tout début, quand on parle du FLN, on vous dit toujours des barbares, c'est des assassins, ils vont dans les villages, ils coupent le nez des gens parce qu'ils fument. Moi, je l'ai vu dans des documentaires. J'ai parlé avec des historiens en France. Ils me regardent et ils me disent « Mais toi, tu défends le FLN, t'as vu ce qu'ils ont fait, le FLN ?» Mais moi, je réponds toujours la même chose. Ce sont des révolutions. Quand le général de Gaulle propose, après avoir dit « je vous ai compris », qu'est-ce qu'il propose? On est d'accord, à Évian, quand ils vont faire les accords d'Évian, on est d'accord pour vous donner votre indépendance, mais on veut le Sahara. Les Algériens ils disent « non, on ne vous le donne pas ». On veut faire des essais nucléaires dans le Sahara. Les Algériens ne savaient pas ce que c'était des essais nucléaires. Et vous ne vous demandez pas pourquoi, peut-être, en 1966, ils font sauter des bombes nucléaires en Algérie. Mais ils avaient déjà fait des essais un peu avant, et je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme cobaye humain? Des Algériens. Et jusqu'à aujourd'hui, les terres de Reagan en Algérie sont polluées pour 1000 ans. Les gens souffrent de cancer, ont des maladies. Et attendez, en Guadeloupe, ils ont fait pareil. Ils ont pollué l'eau avec le chlordécone, etc. Vous voyez, la France et sa mission civilisatrice, moi j'ai du mal à la comprendre. En 1962, quand l'Algérie obtient son indépendance, vous avez des gens qui vous disent, moi je l'ai entendu, c'est une dictature. Boumedienne, c'est un dictateur. Chadli, etc., les années noires, 1990, ils vous disent même que Bouteflika était un dictateur. Et là, j'entends même que le président Tebboune serait un dictateur. Vous croyez que vous allez mettre dans un pays comme l'Algérie des dictateurs et que les Algériens vont l'applaudir? C'est mal connaître le peuple algérien. Moi, je ne pense pas que ce soit une dictature. Pour moi, c'est une république souveraine qui a des élections. Vous pouvez en penser ce que vous voulez. Là, je m'adresse vraiment à ceux qui nous regardent. Le président a été élu de manière démocratique et l'Algérie, entre guillemets, fait ce qu'elle veut. Là, en rendant l'écrivain Boualem Sansal aux Allemands, c'est le message qui a été passé. On fait la politique qu'on veut et on mène la diplomatie qu'on veut. Je rappelle, et je conclurai là-dessus, que la diplomatie algérienne est la diplomatie la plus ambitieuse et la plus évoluée du XXe siècle. Et je le dis vraiment de manière objective. Le président Nasser l'a reconnu. Quand vous voyez Bouteflika, le plus jeune ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, il a 24 ans, il tient tête à des ambassadeurs et à d'autres ministres d'autres pays avec une fougue. C'est incroyable. Les Black Panthers, quand ils étaient persécutés aux États-Unis, se sont réfugiés en Algérie. Nelson Mandela était en Algérie s'entraîner pour mener sa guerre en Afrique du Sud. Che Guevara a été en Algérie. Les révolutionnaires ont été en Algérie. Mohamed Ali est allé en Algérie, il faisait la révolution sur les rings, lui. Malcolm X est allé en Algérie. Il n'y est pas allé pour profiter des plages. Il n'est pas allé à Zeralda et à Tipaza pour bronzer. Non. Parce qu'il y a une histoire. 1,5 million de morts pendant 8 ans. La guerre la plus longue du XXe siècle, plus longue que celle d'Indochine, plus longue que la Seconde Guerre mondiale. 1,5 million de morts. C'est un chiffre effarant. Ça dépasse les 1 million de morts de la Shoah, dont on nous parle de manière systématique. J'ai écrit un livre sur la Shoah, puisque dans mon livre, je parle des Juifs, je parle de la mosquée de Paris, mais je parle aussi de la Shoah. Bien sûr qu'il faut parler de la Shoah. Des centaines de livres, des films, des documentaires. Jusqu'à aujourd'hui, il faut en parler, bien sûr. Mais qui parle des 1,5 million de morts en Algérie? Qui parle des victimes de l'esclavage? Là, on parle de 500 millions de victimes. Qui parle des victimes de la Guadeloupe en 1802? Vous voyez, toutes ces victimes-là, eh bien, l'Algérie les cristallise à travers la révolution qu'elle a menée contre la France. Elle a arraché son indépendance avec une telle conviction que ça force le respect. Et c'est pour ça que j'ai écrit Insoumis, pour ouvrir une nouvelle perspective sur la manière de le raconter. Moi, dans mon livre, je ne raconte pas que le français arrive, c'est le diable, il tue tout le monde. Non.
Je raconte la détermination des Algériens et des Algériennes, le courage des Algériens et des Algériennes. Et aujourd'hui, les jeunes Algériens et les jeunes Algériennes, qu'ils soient en France, en Algérie ou ailleurs, doivent comprendre qu'ils sont les héritiers d'une culture, d'un peuple d'Afrique, qui en Afrique est le fer de lance de l'anticolonialisme, de l'anti-impérialisme, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'un président de la République en France nous dise « l'Algérie a créé la France ». C'est en 1999 seulement que la France a dit « nous reconnaissons qu'en Algérie, c'était une guerre ». Jusqu'à maintenant, on parlait d'événements, d'opérations de pacification. Si la pacification, c'est exterminer des femmes et des enfants dans des villages, ils ont beaucoup pacifié, c'est vrai. Mais la conclusion de tout cela, l'histoire n'a qu'une image. Le mensonge en a des dizaines. C'est toujours plus facile de faire triompher le mensonge sur la vérité. Mais la vérité finit toujours par arriver. Et comme on dit, elle prend l'ascenseur, elle passe par les escaliers. Nous, on la fait passer par la fenêtre, avec des livres, avec la conférence de ce soir. Je vous remercie pour votre écoute. Et merci pour votre silence aussi, c'était très agréable. Si vous avez des questions, si vous n'en avez pas, je continue à parler. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Et puis après, je crois que la mosquée de Paris nous fera une petite collation. Je précise que l'année dernière, je n'ai pas pu en profiter. Moi, j'étais en train de faire des dédicaces. Mais là, comme il y a un peu moins de monde à cause de la pluie, alhamdoulilah, la grande mosquée de Paris sait nous accueillir. Et je le répète, et c'est important, je finis là-dessus, pour ceux qui connaissent déjà les lieux, mais ceux qui ne les connaissent pas, cette mosquée est un lieu de fraternité, ce n'est pas qu'une mosquée, c'est aussi un lieu de fraternité où la parole est libre. Et vous voyez, finalement, l'Algérie résonne ici, mais l'Algérie vous laisse parler. Moi, on ne m'invite jamais à BFM TV et CNews. Je ne peux pas y aller, ils ne veulent pas m'inviter. Et voilà. Merci à vous. Merci à tous. Je sais qu'il y en a qui sont arrivés un peu en retard. Mais ce qu'on va faire maintenant, on va prendre des questions et avoir un échange. Et puis voilà, et ensuite, comme il a dit, il y aura une petite collation et nos livres sont là. Donc voilà. Ah, ça marche. Vous ne pouvez pas repartir sans livre, sinon on vous attrape quand vous sortez. Insoumis. Oui, une question, monsieur ? Oui, bien sûr, bien sûr. On vous passe un micro. Celui-là, peut-être ? Ou là, c'est un micro qui tourne. C'est bon, vous m'entendez ? Oui, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous avez entendu parler d'un projet de grand remplacement qui avait été établi par la France au début du XXe siècle, qui consistait à faire en sorte à ce que les Français soient majoritaires en Algérie au détriment des autochtones ? Ah, bien sûr. J'en ai pas parlé parce que j'ai eu un propos assez large, mais effectivement, vous avez raison de le rappeler. C'est même pas un grand remplacement. Alors déjà, la Mauricière, lui, il avait dit qu'il fallait vraiment détruire tout le peuple. Et en fait, comme la Mauricière a fait germer cette idée, les Pieds Noirs d'Algérie, qui étaient presque 1,5 million avant la guerre d'Algérie de 1954, avaient émis l'idée dans des cercles gouvernementaux, et c'est écrit, on a les preuves, qu'effectivement, ils voulaient un grand remplacement quasiment total, en laissant, de mémoire, ce qui était écrit, c'est en laissant 100 000 Algériens maximum pour administrer les terres un peu lointaines. Oui, oui, tout à fait. En fait, l'ironie du sort, c'est la Première Guerre mondiale qui a fait échouer ce plan, parce qu'il y a eu 1,8 million de morts à l'issue de cette guerre. Et c'est cette guerre-là, c'est cette saignée qui a fait que les Français ont dû renoncer à ce projet, parce que ces morts ont fait provoquer donc une baisse démographique. Et donc, du coup, ils ont été obligés de renoncer à ce projet. Parce que sinon, ça allait se faire au détriment de la population française, qui a vu partir 1,8 million, presque 2 millions de soldats, essentiellement issus de la paysannerie. Oui, alors, vous avez raison de le souligner, parce qu'effectivement, en plus, ils n'étaient pas assez à l'époque. Ils n'avaient pas encore fait de grande émigration, les Pieds Noirs. Mais au-delà de ça, on vous parle aujourd'hui de grand remplacement à l'envers. On va vous faire croire que c'est les immigrés qui veulent remplacer les populations. Ça existait déjà, mais dans le sens inverse. Exactement. Et ils auraient dû appeler ça un génocide. Merci pour cet apport, monsieur. Y a-t-il une autre question ? Oui, madame. Merci beaucoup. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir à tous. En fait, j'ai juste une question. Il s'agit, quelle est la leçon à retirer aujourd'hui à travers l'histoire que vous venez de la citer? Moi, je suis une personne qui a fait des études en Algérie.
Et je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais aujourd'hui, quelle est la leçon à apprendre aujourd'hui par rapport aux jeunes qui viennent et qui... voilà. Je vous la donne en une phrase, je l'ai dit tout à l'heure. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Merci. C'est vraiment une phrase. Parce que apprendre son histoire, c'est une manière de résister et une manière de se réapproprier sa culture et son identité quand on ne la connaît pas. Surtout, je parle des Algériens qui sont nés en France ou d'origine algérienne et de parents algériens. Même maintenant d'Algériens en Algérie qui ont peut-être du mal avec l'histoire, parce que des fois, c'est pas facile à apprendre. Il faut se cultiver sans cesse pour connaître son histoire. C'est très important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Et les enfants, ils en ont, les deux. Si, vous deux. Une question d'enfant. Oui? Ah non, mais non, hein. C'est pas grave. Bonsoir, merci beaucoup. Oui, bonsoir. Je pense que c'est la première fois que j'entends une histoire de l'Algérie aussi... Enfin, toutes vos vérités, elles m'ont renversé. Enfin, j'ai déjà entendu des historiens, mais je pense que c'est la première fois que ça me fait cet effet. J'ai l'impression que j'ai honte d'être française Non, avec tout ce que j'entends. Attention, ne confondons pas le peuple français. Non, je suis pas offensée, c'est juste Non, bien sûr. parce que j'ai fait un mémoire sur la colonisation française au Bénin, donc c'est que je fais aussi une propre déconstruction de moi-même. Donc Sur le Bénin, vous avez dit? sur le Dahomey, pardon. Ah oui, non, parce que j'allais vous dire, le Dahomey, vous savez, quand Béhanzin fait une lettre à la France, vous la connaissez parce que vous étudiez ce sujet, et qui dit, les rois du Dahomey, ils ne donnent pas leur terre, en fait. Je ne vais pas donner ma terre, ça n'existe pas. Il l'a envoyé en Martinique pour qu'il soit malade, et il est mort en Algérie. Bien sûr. Vous voyez, et puis, ce qui est triste, c'est qu'ils ont envoyé des tirailleurs sénégalais pour combattre le Dahomey. Parce que les soldats français, ils attrapaient la fièvre jaune et toutes les maladies tropicales. Mais bref, excusez-moi. Bien sûr. Non, j'avais juste une question. Qu'est-ce que vous pensez du film qui est sorti sur Omar Sy avec les tirailleurs? Et j'avais une autre question aussi sur la maison d'édition. Est-ce que vous avez essayé, je ne sais pas, par exemple, peut-être avant Tcholéja, de publier avec d'autres maisons d'édition? Est-ce que vous avez eu des résistances? Est-ce que vous avez eu des, je sais pas, des problèmes justement avec le fait que vous dénoncez jusqu'à ce point-là? Alors, concernant le film d'Omar Sy que j'ai vu, moi je dis toujours, il a le mérite d'exister. Et j'encourage toujours les films, les œuvres culturelles, les livres, les expositions, tout ce que vous voulez, qui permettent, entre guillemets, d'avoir un autre point de vue que le point de vue du colonisateur, entre guillemets. Donc déjà, ça c'est une chose. Mon éditrice va vous répondre sur les maisons d'édition, mais de mon point de vue, avant d'être chez Tcholéja Édition, moi j'avais écrit un premier livre qui s'appelait Le cri de l'innocence, qui parlait de la guerre de 1802 en Guadeloupe. J'ai eu énormément de mal à le sortir, mais je l'ai sorti quand même. Mais à chaque fois, on m'a demandé de le réécrire. Le livre sur l'Algérie, personne n'a voulu que je le sorte. Tout le monde m'a dit, non, tu vas pas sortir ça. À la rigueur, fais une romance entre un jeune Français qui tombe amoureux d'une fille, qui abandonne le FLN, c'est toujours pareil. Ou alors peut-être, tu nous fais, elle était dans le FLN, puis tout d'un coup, elle comprend que la France est laïque et elle devient française. Ça n'a aucun sens. Vous voyez, j'ai écrit aussi un ouvrage sur le 17 octobre 1961, où la plus jeune victime avait même pas 14 ans. Elle a été jetée dans la Seine, une jeune collégienne, où ils ont tué ils ont jeté dans la Seine plus de 300 Algériens. Moi, on m'a dit, tu devrais changer du point de vue des CRS. On serait dans la tête d'un CRS qui ne comprendrait pas ce qu'il fait là. Vous voyez, quand on a ce genre de propos dans des maisons d'édition parisiennes, c'est qu'ils n'ont pas compris le travail qu'on fait. Donc moi, avec Tcholéja Édition, j'ai eu une vraie liberté pour éditer. Et aujourd'hui, nous, on accueille, c'est plutôt mon éditrice qui va le dire, mais on peut accueillir tout type d'écrivains, mais on est libre de ce qu'on dit. Et on sort ce qu'on veut, entre guillemets. Mais en étant quand même, parce que vous êtes peut-être historienne, vous faites des études d'histoire, c'est pas historien et étudiant d'histoire, c'est pas la même chose. Même un professeur d'histoire n'est pas un historien. Vous voyez, c'est pas pareil. Moi, j'étais prof d'histoire, lycée, collège, université. Je suis devenu historien à partir du moment où j'ai présenté ma thèse, où j'ai fait de la recherche. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand on va dans le sentier d'être historien, on doit toujours être honnête avec les sources. Et si on ne sait pas, on cherche. Et si on ne trouve pas, on demande. Mais surtout, si on ne trouve pas, on n'invente pas. On ne vous dit pas l'Algérie est une création française sans réfléchir. Parce que vous-même qui avez fait des études d'histoire, on ne peut pas dire l'Algérie est une création française. C'est impossible. Ça n'a aucun sens. Merci. Donc la question, c'est de savoir si on a essayé de faire une coédition, c'est ça? C'était surtout de savoir, peut-être oui, comment s'était passé l'édition avec monsieur, mais s'il y avait eu si vous avez connu des difficultés justement par rapport au livre, donc vous avez un peu répondu. D'accord. Bon, ce qui est important de savoir, et je pense que Gabriel vient de le dire,
La raison pour laquelle on a décidé ensemble de créer une maison d'édition, c'est parce qu'en fait, on voulait adapter nos romans en film. Tioleja on fait des films. L'édition est venue après, parce que, comme Gabriel l'a dit, c'est compliqué de se faire éditer par des maisons d'édition qui ont pignon sur rue. Et la liberté et l'histoire, on veut la raconter. On ne veut pas que ce soit le chasseur. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle on a pris cette décision, mais aussi parce qu'on a aussi d'une grande flexibilité. Des maisons d'édition, à moins d'avoir un grand nom, je donne un exemple comme Michelle Obama, très rapidement, on peut sortir des livres en plusieurs langues, parce qu'il y a un marché. Alors que nous, tous nos livres déjà existent en plusieurs langues, parce qu'on a cette flexibilité-là et on a cette capacité-là. Mais je tiens quand même à souligner ce soir, puisque vous êtes là et on est live, nos livres sont disponibles partout, à part Insoumis qui est sur Amazon, c'est-à-dire on peut aller en librairie et les chercher. Mais nous avons une boutique en ligne. Ce qui est très important, c'est de nous soutenir, dans la mesure où, bien entendu, c'est plus simple pour nous de vendre en direct que de passer par les plateformes. Mais je veux quand même faire une parenthèse qui est très drôle. Moi, j'ai écrit 3 livres sur l'histoire de la Guadeloupe. Je suis le seul historien aujourd'hui qui a écrit la vraie histoire de la Guadeloupe, entre guillemets, c'est-à-dire de manière roman historique. Tous les Guadeloupéens m'écrivent sur les réseaux sociaux pour me dire en Martinique, en Guadeloupe, ils n'arrivent pas à acheter mes livres. Pourtant, la FNAC a obligation de vendre mes livres parce qu'on a un accord de distribution. Cultura, c'est pareil. Quand ils vont à la FNAC, non, on ne peut pas. Mais pourquoi ? Ça ne marche pas. Alors moi, au début, je croyais qu'il y avait un problème avec la distribution. Donc on a demandé à notre distributeur, qui n'est pas français, qui est à l'étranger, qui nous a dit, non, il nous a même envoyé les documents. Il nous a dit, vous êtes en Guadeloupe, vous êtes en Martinique, vous êtes en Guyane, vous êtes même en Afrique. Il n'y a pas un Africain ou un Antillais qui peut acheter mes livres. Moi, je suis obligé d'y aller moi-même avec des livres dans une valise pour leur vendre des livres. Parce qu'ils ne veulent pas. Écoutez, en 2009, nous, on avait un projet de film, c'était Le Cri de l'innocence. C'était un film qui était terminé, qui avait des financements. Je suis arrivé là-bas en repérage pour commencer à travailler sur le film. Je n'ai pas pu faire le film. Parce qu'on m'a dit, on ne peut pas accepter ce que tu racontes, en fait. Moi, j'ai raconté la vraie histoire de l'esclavage. C'est la même chose avec la guerre d'Algérie. Moi, si je raconte la guerre d'Algérie, je ne vais pas commencer à dire les Français enseignaient aux Algériens, les pauvres petits Algériens étaient des analphabètes, c'était des abrutis. Non, je dis les choses telles qu'elles sont. Au Sarès, la torture, la gégène, etc., la corvée de bois, ça encore c'est le côté de la guerre, mais même avant, les humiliations, le fait que les Algériens sont devenus des analphabètes à cause des Français, et au-delà de cet aspect-là, c'est le pillage des ressources. Ils ont tellement appauvri l'Algérie, et ça je vous le dis, parce que je ne l'ai pas dit pendant la conférence, vous avez un sénateur français qui dit, mais en fait, quand on est arrivé en Algérie, c'était beau, maintenant qu'on y est, c'est le Moyen-Âge. Ils ont rendu les Algériens dans les Aurès, les villages, les montagnes, etc., comme au Moyen-Âge. Pas d'accès aux soins, pas de route, en guenilles, presque dans la famine. Et quand ils ont déporté, vous savez, je ne l'ai pas dit pendant la conférence, mais ils ont fait une zone interdite en Algérie. Ils ont décrété une zone. Pourquoi ? Quand un convoi militaire français se faisait attaquer, ça devenait une zone interdite. Et là, ils tuaient toute personne se trouvant dans cette zone. Ça veut dire que le villageois qui n'est pas au courant, il descend pour aller chercher de l'eau, pour cultiver son champ. Il se faisait abattre à la mitrailleuse. Donc, il y a des gens qui fuyaient, mais ils vont fuir où ? Ils ont déporté 1 million d'Algériens à côté de la frontière tunisienne. Il y en a presque 80 000 qui sont morts de faim. Et on parle d'un pays qui vous dit l'Algérie, c'est la France, et les Algériens sont des sujets français. Vous voyez ? Le problème, c'est que quand on lit Insoumis, c'est la même chose. Quand on lit mon livre, Le Cri de l'innocence, sincèrement, vous êtes historienne, enfin, vous faites des études d'histoire, même si c'est peut-être pas la période... Et puis j'ai fait un livre sur Béhanzin, il sortira après, mais lisez Taouya Dahomey, j'ai écrit sur le Dahomey. Moi, c'est des livres que les gens ne peuvent pas accepter parce qu'il y a des vérités, et les gens n'aiment pas la vérité, parce que ça casse le roman national. Une autre question ? Je vous en prie, monsieur. Il a une belle voix de baryton aussi. Alors, si vous ne m'avez pas entendu, du coup, merci pour votre intervention. Et je voulais que vous nous parliez, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots à propos des Khaldounes, qui est une vérité historique dont personne ne parle et qui me semble valoir la peine que vous nous éclairiez sur le sujet, les Algériens qui ont été donc déportés en Nouvelle-Calédonie. J'en ai parlé dans plusieurs conférences. J'en ai parlé même dans des vidéos. Si vous allez sur mes réseaux sociaux, vous verrez que j'ai fait 2 vidéos sur ce sujet. Là, j'en ai pas parlé parce que j'ai voulu faire quelque chose d'assez dense. Puis comme vous l'avez vu, j'ai pas de fiche. Donc après, je peux pas...
Mais je le dis à ceux qui ne le savent pas, est-ce que déjà l'ensemble de la salle, parce qu'en live on ne peut pas savoir ce qu'ils pensent, est-ce que vous saviez que la France avait déporté en Nouvelle-Calédonie, la Kanaki, des Algériens? Non? Alors, de manière succincte. En fait, dans les premiers mouvements de résistance, c'est-à-dire les premiers mouvements de nationalistes, entre guillemets, ils savaient que s'ils laissaient ces gens-là en Algérie, qui étaient des nationalistes convaincus, eh bien, à un moment ou à un autre, ils allaient convertir les autres et ça allait générer un mouvement. Ils ont déporté, au départ, à peu près 500, 400 ou 500 personnes. C'est monté jusqu'à 3000. La Nouvelle-Calédonie, c'est très, 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 très loin. C'est-à-dire qu'on est de l'autre côté de la Terre. Et en Nouvelle-Calédonie, jusqu'à maintenant, vous avez ces descendants d'Algériens qui n'ont jamais pu rentrer. Après, en 62, ils auraient pu rentrer, mais il y en a qui étaient nés sur place, qui avaient déjà leur famille, leurs enfants, leur maison. Jusqu'à aujourd'hui, vous trouvez ces Algériens en Nouvelle-Calédonie qui ne sont pas rentrés à cette époque-là, qu'on a laissés pendant des générations là-bas pour ne pas qu'ils puissent venir perturber. C'est un peu comme Béhanzin qui a été envoyé en Martinique, ou l'émir Abdelkader, à qui on a dit, dans l'accord, quand il se rend, et je le précise, il ne se rend pas parce qu'il a perdu, il se rend parce qu'il massacre des civils. Et l'émir Abdelkader négocie un accord, on lui dit « tu pourras aller en terre musulmane ». Ils vont l'amener à Toulouse. Il va finir au château d'Amboise, où il y a des proches à lui qui sont toujours enterrés parce qu'ils sont morts, où il faisait froid, où Toussaint Louverture, qui est mort dans une cellule en France, à cause du froid, parce qu'il ne s'était pas habitué à ces climats-là. Et l'émir Abdelkader, il a fini à Damas. Il n'a jamais pu rentrer. Abdelkrim el-Khattabi, le Rifin, le Marocain, lui, pareil, il l'a envoyé en Égypte, il n'a jamais pu rentrer. Donc la France éloignait les révolutionnaires pour pas qu'ils organisent cette révolution. J'en ai parlé plusieurs fois, mais ce soir, j'en ai pas parlé, parce que je faisais quelque chose de dense. Mais merci de l'avoir rappelé, c'est important. Une dernière question, peut-être? Allez-y, monsieur. Déjà, merci pour votre présentation et la manière dont vous avez expliqué les choses. Moi, j'avais plutôt une question sur, en Algérie, comment l'histoire est racontée au niveau de l'éducation nationale auprès des jeunes, à l'école, etc. Et est-ce que vous voyez un décalage avec des Algériens des Français d'origine algérienne en France à qui on raconte autre chose à l'école? Alors, c'est même pas un décalage, parce que moi j'ai enseigné en France une année au collège, une année au lycée, après j'étais à l'université, mais j'ai surtout fui ce système. L'esclavage et la colonisation, c'est au collège. Il faut comprendre qu'un collégien qui a 12 ans, lui expliquer l'esclavage en un cours de 6 heures, pour moi ça paraît impossible. Et je pense que madame qui est étudiante en histoire le confirmera. On ne peut pas survoler l'esclavage comme on ne peut pas survoler la colonisation. La guerre d'Algérie, c'est au collège. Comment voulez-vous qu'un collégien en classe de 4e, vous lui dites de 54 à 62, il y avait des événements, bon, c'est une guerre d'Algérie, c'est même pas un décalage, c'est carrément deux univers. Parce que quand vous allez en Algérie, au-delà du Maqam Shahid, qui est un musée dédié, qui est à Alger, dédié justement à la guerre d'Algérie, vous avez des monuments, vous avez sur les billets de banque, vous avez les 6 qui étaient sur le billet de banque, je ne sais pas s'ils y sont encore d'ailleurs, mais vous avez partout des célébrations de cette histoire. Et dans le programme scolaire algérien, on ne vous dit pas le français, c'est le diable. On vous dit simplement ce qu'il a fait. Vous voyez ? Et en disant ce qu'il a fait, nécessairement, ça fait de lui le diable. En Guadeloupe, c'est la même chose. Vous avez un programme français, parce que c'est la France, la Guadeloupe, c'est les Antilles, mais c'est la France. Et dans le programme, on ne vous parle pas de 1802, on ne vous parle pas de Louis Delgrès, Joseph Ignace. Là, ils commencent un peu, ils vous disent, bon, en 1802, il y a une révolte terminée. Mais jamais ils vont vous dire qu'ils ont pendu des gens une fois par jour, pendant 4 mois, qu'ils ont fait des choses que je ne peux pas dire parce qu'il y a des enfants, d'une horreur absolue. Jeter des gens à la mer, des enfants, des femmes enceintes. Moi, j'écris sur une femme qui s'appelle Solitude, Le cri de l'innocence, c'est mon premier livre. Elle était enceinte, ils l'ont fait accoucher, ils l'ont pendue le matin. Vous voyez, c'est un exemple, c'est pour vous dire qu'on n'est pas dans un décalage. C'est deux univers parallèles. Vous voyez, et c'est ça qui est triste. C'est que l'histoire, il n'y en a qu'une. Mais la façon de raconter, on peut la raconter de milliers de façons. Mais en France, ils ont vraiment tendance, c'est un vrai reproche que je fais à l'éducation nationale, et même au système français, je ne sais pas si vous le savez, madame, avant la Première Guerre mondiale, il y avait un petit livret qui servait de référentiel pour les étudiants, enfin les collégiens, écoles primaires et collèges, mais il y avait écrit n'importe quoi dedans. On vous disait par exemple que les Français, c'était des Gaulois. Mais les Français, ce n'est pas des Gaulois. Quand on fait de l'histoire, ce ne sont pas des Gaulois
Astérix, Obélix, c'est une bande dessinée, vous voyez. Vous savez pourquoi ils avaient enlevé le fait que les Francs étaient des Germains, des Allemands? Parce qu'il y avait eu la guerre en 1870 contre les Prusses. Donc il fallait sortir du côté, ouais mais on est un peu allemand quand même. Vous voyez, avec la guerre d'Algérie, c'est pire. Jusqu'à aujourd'hui, et je finis là-dessus, on arrive à vous dire, l'Algérie c'est créé par la France, l'Algérie c'est une dictature, l'Algérie c'est des gens qui viennent en France pour profiter de la sécurité sociale, et l'Algérie crève de faim. J'ai entendu ça encore hier, et crève de faim. Franchement, s'il y a une chose qu'on ne fait pas, je ne dis pas qu'en Algérie tout va bien, mais s'il y a une chose qu'on ne peut pas faire en Algérie, c'est crever de faim. 2 semaines, un sponge, 1 semaine, tu ne manges pas, quand ils sont bien faits. C'est vrai ou pas? Oui. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a une dernière question, avant d'aller boire un thé et de manger haja? Dernière question? 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 Pas question? On termine là-dessus? On est bon? Merci. Merci. Les livres sont disponibles ici.